Lors de la fête de famille, j'ai eu un grave accident en rentrant chez moi à 16 ans. Ma mère et ma sœur étaient au spa. Le médecin a dit qu'il fallait m'opérer d'urgence, mais ma mère a refusé. Si ça meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Quand je me suis réveillé, le dossier indiquait « nouveau tuteur légal » et ce tuteur était. Alors que je rentrais d'une énorme fête de famille pour Pâques, à Charleston, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un horrible accident sur l'I-26. Le médecin a dit que j'avais besoin d'une opération d'urgence dans l'heure, sinon je n'y survivrais pas. Ma mère et ma petite sœur étaient dans un spa haut de gamme cet après-midi-là. Quand l'hôpital l'a mise sur haut-parleur, les mots exacts de ma mère ont été « si elle ne s'en sort pas, faites-le-moi simplement savoir plus tard. » Nous sommes au milieu d'un soin et je ne signerai rien pour l'instant. Je m'appelle Serenity Carvey, et j'ai aujourd'hui 21 ans. 18 jours plus tard, quand j'ai enfin ouvert les yeux, le dossier au pied de mon lit avait été discrètement mis à jour. Il ne mentionnait plus ma mère comme ma tutrice légale. Le nom de quelqu'un d'autre s'y trouvait à la place. Et ce nouveau tuteur était. Si vous avez déjà vu les personnes censées vous aimer le plus vous tourner le dos à la seconde où vous aviez besoin d'elles, écrivez-le dans les commentaires, pour que je sache que je ne suis pas la seule. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous voulez savoir exactement qui s'est manifesté quand ma propre mère est partie, car l'histoire ne fait que devenir plus folle à partir d'ici. Laissez-moi vous ramener au tout début. J'ai grandi dans une grande maison blanche sur James Island, juste à l'extérieur de Charleston. Mon père est mort d'une leucémie quand j'avais 6 ans. Une semaine, il m'apprenait à faire du vélo dans l'allée, la semaine suivante, il n'était plus là. Après les funérailles, la seule personne qui continuait à venir chaque week-end était le père de ma mère, Clarence Brooks. Tout le monde dans le comté le connaissait comme l'ancien chef de la police qui n'avait jamais vraiment pris sa retraite. Il avait juste troqué son insigne pour une canne à pêche et une balancelle de Porsche. Il arrivait dans son vieux pick-up Ford, m'apportait des crevettes et du gruau de maïs de son endroit préféré sur Shem Creek, et me laissait m'asseoir sur le siège avant pendant qu'il racontait des histoires de course-poursuite contre des contrebandiers sur les routes secondaires. Pour moi, il n'était pas grand-père Clarence. Il était simplement grand-père, le seul adulte qui ne s'est jamais désisté. Ma mère, Harmony Carvey, a fait son deuil pendant environ 1 an. Puis, elle a rencontré Colin Reed lors d'un gala de charité au centre-ville. Colin possédait la moitié des nouvelles constructions sur Kiowa Island et conduisait un Range Rover noir qui sentait toujours le cuir neuf. 2 ans plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie en bord de mer dont je me souviens à peine. 9 mois après ça, Haven est arrivée, blonde, bruyante, et instantanément le centre de l'univers. Soudain, la maison a eu une chambre de bébé, une nounou, et tout un nouvel ensemble de règles. Ma chambre a été déplacée dans le coin arrière, au-dessus du garage, pour que Haven puisse avoir la plus grande pièce avec le balcon. Mes trophées de football ont disparu dans des cartons. Ma mère a commencé à me présenter comme sa fille aînée, au lieu de m'appeler par mon nom, comme si j'étais une figurante sur la photo de famille de quelqu'un d'autre. Au moment de mes 14 ans, j'étais devenu pratiquement invisible. Colin payait pour tout, mais il ne me regardait jamais, sauf si j'étais sur son chemin. Haven avait de nouveaux vêtements à chaque saison. Moi, je récupérais les uniformes usagés de l'école privée que je ne fréquentais même pas. Le seul endroit où je me sentais encore désiré était la petite maison en briques de grand-père à West Ashley, à 20 minutes de là, de l'autre côté du pont Ravenel. Il gardait mon vieux vélo dans son garage, maintenait le congélateur rempli de glace à l'eau, et ne demandait jamais une seule fois pourquoi je passais tous mes week-ends libres là-bas. Le week-end de Pâques, quand j'avais 16 ans, était censé être différent. Grand-père organisait son barbecue annuel. 3 longues tables sous les chênes verts, un grand ragoût typique du Low Country, des œufs mimosa, du thé glacé sucré dans des bocaux maçonnes. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années avaient pris l'avion pour venir. Il y avait de la musique, des enfants courant partout, l'odeur du charbon de bois dans l'air. Je portais la robe d'été jaune pâle que grand-père m'avait achetée le mois précédent, parce qu'il disait qu'elle allait bien avec mes yeux. Pendant quelques heures, c'était presque comme au bon vieux temps, comme si, peut-être, j'avais encore ma place quelque part. Puis, j'ai surpris ma mère au téléphone, près de la table des desserts. Elle riait, racontant à quelqu'un qu'elle et Haven avaient réservé une journée mère-fille au spa pour le lendemain matin. Des soins du visage, des massages, le forfait complet. Et après ça, elle s'envolait pour les Bahamas pour les vacances de printemps, juste tous les 3, elle, Colin et Haven. Mon nom a été mentionné. Je suis resté là, tenant une assiette de pudding à la banane, sentant le froid m'envahir les mains.
J'ai dit à grand-père que j'avais mal à la tête et que je devais rentrer tôt. Il a essayé d'argumenter, mais je voyais bien qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais je voulais juste partir. Il m'a tendu les clés de la Jeep Wrangler de 1998 qu'il m'avait aidé à acheter avec l'argent de mon job d'été de maître-nageur. Conduis prudemment, ma chérie. Envoie-moi un message quand tu arrives. J'ai promis que je le ferai. Il commençait déjà à faire sombre quand je me suis engagé sur l'île 26 en direction de l'ouest. Une tempête de printemps est arrivée rapidement, comme c'est souvent le cas dans le ciel du Low Country. Le ciel a viré au vert, la pluie tombait des cordes. Les essuie-glaces allaient à toute vitesse mais perdaient quand même la bataille. La circulation a ralenti au pas. J'avais mis la radio fort pour rester éveillé. Une vieille chanson country que grand-père adorait. Les phares se brouillaient en traînées blanches et rouges. Je n'ai jamais vu le semi-remorque avant qu'il ne soit trop tard. Le conducteur a fait de l'aquaplaning, s'est mis en portefeuille à travers 3 voies, et a percuté le côté conducteur de ma Jeep à au moins 100 km/h. Le métal a hurlé. Le verre a explosé. Le monde a basculé 2 fois, le toit s'effondrant, avant de glisser pour s'arrêter à l'envers contre le terre-plein central. Je me souviens de la ceinture de sécurité me sciant l'épaule, du goût du sang, du silence soudain après le crash, et puis plus rien du tout. Quelque part au loin, des sirènes ont commencé à hurler en se dirigeant vers moi. La salle des urgences du Musc était un pur chaos. Les médecins criaient des codes. Les moniteurs hurlaient. Quelqu'un n'arrêtait pas de réclamer plus de sang au négatif. Ils m'ont conduite directement dans la salle de trauma numéro 1. Mes vêtements ont été découpés en quelques secondes. Des aiguilles ont été plantées dans mes 2 bras, des tubes dans ma gorge. Un chirurgien en tenue tachée de sang s'est penché sur moi et a dit, mon bassin était brisé, la rate rompue, hémorragie à l'intérieur du crâne, et j'avais moins d'1 heure avant que les dégâts ne soient irréversibles. Ils avaient besoin du consentement parental pour m'emmener au bloc opératoire tout de suite. Une infirmière aux yeux doux a tenu mon téléphone, a fait défiler jusqu'à maman et a lancé un appel FaceTime. L'appel s'est connecté à la 3e sonnerie. J'ai entendu de la musique de spa et le bourdonnement sourd des fauteuils de massage. Le visage de ma mère est apparu, masque en tissu encore posé, des tranches de concombre sur les yeux. Aven était affalée sur la table à côté d'elle, écouteurs dans les oreilles, faisant défiler TikTok. Madame Reed, ici l'infirmière Alvarez du service de traumatologie du Musc, a dit l'infirmière, orientant la caméra pour qu'Harmonie puisse voir mon visage couvert de sang et le tube du respirateur. Votre fille a eu un grave accident. Elle a des blessures potentiellement mortelles et nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Nous avons besoin d'un consentement verbal maintenant, ou elle risque de ne pas survivre à l'heure qui vient. Harmonie a décollé une tranche de concombre et a plissé les yeux vers l'écran. Aven a retiré un écouteur et s'est penché pour regarder. Le médecin est intervenu. Madame, nous sommes face à de multiples fractures, une hémorragie interne, un possible édème cérébral. Nous devons l'ouvrir immédiatement. Harmonie a soupiré comme si on venait de lui demander de déplacer sa voiture. Si elle ne s'en sort pas, appelez-moi simplement quand c'est fini, a-t-elle dit d'une voix plate. Nous sommes au milieu d'un soin, et je ne vais pas conduire jusqu'au centre-ville pour signer des papiers. Aven laissa échapper un rire court et sec, couvrit sa bouche, puis prit une capture d'écran de mon visage meurtri sur le brancard. J'ai regardé ses pouces voler sur l'écran. Plus tard, j'apprendrai que la légende qu'elle avait envoyée à son groupe de discussion était « Enfin un peu de paix ». La main de l'infirmière tremblait en tenant le téléphone. Un médecin derrière elle a marmonné « Bon sang de bois ». Quelqu'un d'autre a chuchoté « Enregistrez ça ». L'infirmière a réessayé. « Madame, c'est une obligation légale pour un mineur. » « Je vous ai entendu », a coupé Harmonie. « Appelez mon père, Clarence Brox. Il s'en chargera. Nous avons payé pour une journée complète ici. » Elle a mis fin à l'appel. L'équipe de traumatologie a fixé l'écran noir. Un interne avait l'air prêt à jeter le téléphone à travers la pièce. Ils ont fait défiler jusqu'au contact d'urgence suivant, grand-père. Son vieux pick-up Ford était déjà sur la route quand l'hôpital l'a joint. Il était assis sur son Porsche en train de nettoyer des crevettes pour le souper du lendemain. À la seconde où il a entendu Serenity et critique, il a tout lâché et a foncé à travers le pont de la rivière Ashley, portant toujours ses bottes en caoutchouc et un tablier taché de sang de poisson. La pluie martelait le pare-brise. Les éclairs illuminaient le ciel. Il a fait le trajet de 25 minutes en 16 minutes.
Il a fait irruption à travers les portes des urgences, trempé jusqu'aux os, son insigne d'il y a 30 ans toujours accroché à sa ceinture par habitude. L'infirmière en chef a jeté un coup d'œil au chef retraité et lui a fait signe de passer directement. Il a signé tous les formulaires de consentement qu'ils lui ont mis sous le nez, sans lire une seule ligne, la main tremblant si fort que le stylo égratignait le papier. Ils l'ont laissé entrer dans la salle juste assez longtemps pour me voir, des tubes partout, le visage enflé au point d'être méconnaissable. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté la même chose qu'il disait quand je faisais des cauchemars étant petite. Je suis là, ma chérie. Grand-père est juste là. Puis ils m'ont précipité en chirurgie. Il a tiré une chaise en métal vers la paroi vitrée à l'extérieur de la salle d'opération et s'est assis. Il n'a pas bougé pendant les 9 heures suivantes. Pas quand les infirmières ont offert du café. Pas quand la salle d'attente s'est vidée. Pas quand la tempête à l'extérieur a coupé le courant pendant 12 minutes et que les générateurs de secours se sont enclenchés. Quand ils m'ont enfin emmené aux soins intensifs juste avant l'aube, il a suivi le lit, tenant toujours la même main froide qui était devenue inerte des heures plus tôt. Les 18 jours suivants sont devenus les plus longs de la vie de grand-père. Les soins intensifs sentaient l'antiseptique et la peur. Les machines sifflaient et bipsaient selon un rythme qui ne laissait personne oublier à quel point la ligne était mince. Grand-père a réquisitionné le fauteuil inclinable en vinyle à côté de mon lit et a refusé de partir. Les infirmières ont essayé de le renvoyer chez lui la première nuit. Il leur a juste montré le vieil insigne toujours dans son portefeuille et a dit « Je ne vais nulle part ». Après ça, personne n'a discuté. Il dormait par tranches de 30 minutes, la tête renversée en arrière, la bouche ouverte, botte toujours aux pieds. Quand il se réveillait, il me parlait sans arrêt, d'une voix basse pour que les moniteurs ne le couvrent pas. Il me racontait la nuit de ma naissance, comment il m'avait tenu en premier parce que ma mère était trop épuisée. Il a raconté à nouveau l'histoire de l'été de mes 8 ans, quand nous avions attrapé un requin d'1,50 m au large de la jetée de Folly Beach, comment j'avais crié jusqu'à ce qu'il me laisse le remonter moi-même. Il lisait à haute voix l'exemplaire usé de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » qu'il gardait dans le camion, en faisant toutes les voix. Certains soirs, il fredonnait simplement le vieux cantique que sa propre mère chantait quand il était petit, celui qui m'endormait toujours sur son canapé. Les médecins allaient et venaient. Un matin, le neurologue a dit que l'enflure de mon cerveau diminuait. Un autre après-midi, le chirurgien orthopédique a prévenu que le bassin pourrait ne jamais guérir droit. Grand-père écoutait, hochait la tête, posait des questions assez pointues pour faire suer les internes, puis retournait tenir ma main comme si rien n'avait changé. Au 16e jour, les chiffres ont enfin commencé à bouger dans le bon sens. Ma tension artérielle s'est stabilisée. Les réglages du respirateur ont baissé. Une infirmière a surpris grand-père en train de sourire pour la première fois en 2 semaines. Ce même après-midi, alors qu'il se penchait près de moi, chuchotant que les poissons rouges étaient de sortie et que nous irions pêcher dès mon réveil, un homme grand en costume bleu marine est apparu à la porte vitrée. Monsieur Donovan avait travaillé sur des affaires avec grand-père il y a 25 ans. Il jouait encore au poker une fois par mois. Grand-père a levé les yeux, a vu le dossier dans la main de Donovan, et a fait un lance-signe de tête. Pas besoin de mots. Donovan a quitté l'hôpital, est monté dans sa Lexus argentée, et a conduit directement vers James Island. Il connaissait l'adresse par cœur. Harmony et Haven étaient dans le hall d'entrée, entourés de bagages de créateurs. 2 valises roses assorties étaient posées près de la porte, étiquette déjà attachée pour une croisière de cette nuit avec Royal Caribbean, quittant le port de Charleston le lendemain matin. Colin était à l'étage pour un appel professionnel. Haven se filmait en train de tourner sur elle-même dans une nouvelle robe d'été pour Instagram. Harmony vérifiait les passeports une dernière fois. La sonnette a retenti. Donovan s'est présenté, a remis l'épaisse enveloppe, et a attendu pendant qu'Harmony l'ouvrait brutalement. À l'intérieur se trouvaient 2 jeux de documents. Une requête d'urgence pour déchéance de l'autorité parentale pour négligence médicale sur mineur, et une poursuite civile intentée par l'hôpital pour frais extraordinaires de sauvetage, plus préjudice moral. Les 2 nommaient Harmony Reed, et parce qu'Haven avait 14 ans et avait activement participé au refus, elle aussi. Le visage d'Harmony est devenu blanc sous son spray bronzant. Haven a arrêté d'enregistrer en plein milieu de sa pirouette. « Vous avez 72 heures pour répondre », a dit Donovan d'une voix calme. Après cela, le juge a déjà accepté une audience d'urgence. Harmony a commencé à crier à propos d'avocats, d'erreurs, et comment osait-on remettre en question son éducation. Haven a éclaté en sanglots dramatiques, prétendant qu'elle ne pensait pas à mal avec les SMS.
Donovan s'est simplement retourné et est retourné à sa voiture. À l'intérieur de la maison, Harmony s'est laissé glisser le long du mur, serrant les papiers, le mascara coulant en rivière noire sur ses joues. Aven continuait de hurler que cela allait gâcher ses vacances de printemps. Colin est descendu, a jeté un coup d'œil aux documents, et a blêmi. De retour à l'hôpital, grand-père n'a jamais mentionné le visiteur. Il a juste continué à tenir ma main, fredonnant ce même vieux cantique, attendant le jour où mes yeux s'ouvriraient. 2 jours plus tard, j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Tout me faisait mal. Ma bouche avait un goût de métal et de plastique. Les machines bipsaient toujours, mais plus doucement maintenant. Le premier visage que j'ai vu était celui de grand-père, mal rasé, les yeux cernés de rouge, souriant si largement que je pensais que ses joues allaient se fendre. Et, ma chérie, a-t-il chuchoté, la voix brisée. Bon retour parmi nous. J'ai essayé de parler. Rien n'est sorti à part un râle. Il a appuyé sur le bouton d'appel, puis a soulevé le tableau blanc au pied du lit pour que je puisse le lire. En lettres majuscules noires et grasses, tuteur légal, Clarence Brooke. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Des larmes ont roulé sur les côtés jusque dans mes oreilles. Il les a essuyées avec un pouce qui sentait encore légèrement la crevette et l'air salin. Au cours des heures suivantes, entre les infirmières vérifiant mes signes vitaux et les médecins braquant des lumières dans mes yeux, il m'a tout raconté. L'appel FaceTime, les mots exacts de ma mère. La capture d'écran d'Aven. Les papiers signifiés pendant que j'étais inconsciente. Il n'a rien édulcoré. Il ne l'avait jamais fait. J'ai pleuré à nouveau, plus fort cette fois. Pas de douleur, mais d'un soulagement si profond que cela ressemblait à une noyade inversée. 3 semaines plus tard, ils m'ont laissé rentrer chez moi. Pas à James Island, mais dans la petite maison grise sur pilotis de grand-père à Folly Beach, à 15 minutes au sud de la ville. L'air salin a frappé mes poumons à la seconde où il m'a porté au-dessus du seuil. Ma nouvelle chambre était auparavant sa pièce pour le matériel de pêche. Il avait peint les murs en bleu pâle et accroché les mêmes carillons éoliens que nous avions fabriqués quand j'avais 9 ans. De la fenêtre, je pouvais voir l'océan rouler, régulier et infini. La kinésithérapie a commencé le lundi suivant. J'ai appris à m'asseoir, puis à me tenir debout, puis à traîner les pieds derrière un déambulateur pendant que grand-père me surveillait comme si j'avais de nouveau 2 ans. Il cuisinait des crevettes et du gruau de maïs tous les soirs, parce que c'était assez mou pour ma mâchoire encore fragile. Nous regardions le coucher de soleil depuis la balancelle du Porsche, son bras autour de mes épaules. Aucun de nous n'avait besoin de combler le silence. Un après-midi, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'écran affichait la maman. Je l'ai regardé pendant 10 sonneries. Grand-père observait depuis l'encadrement de la porte, ne disant rien. J'ai appuyé sur refuser, posé le téléphone face contre table, et je suis retourné sur le porche. C'était la seule fois où elle a essayé. À l'autre bout de la ville, Colin a demandé le divorce la même semaine. Son entreprise venait de décrocher un énorme contrat avec l'autorité portuaire. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de gros titres sur l'abandon d'enfants liés à son nom. Il a déménagé de la maison de James Island avant que l'encre ne sèche, n'emportant que ses vêtements et ses clubs de golf. Aven a perdu la tête sur les réseaux sociaux pendant environ 3 jours, puis a fait silence radio quand les universités ont commencé à retirer leurs offres de bourse. Grand-père n'a jamais abordé le sujet, sauf si je le demandais. Quand je l'ai fait, il a répondu franchement, elles ont fait leur choix, reine. Maintenant, nous faisons le nôtre. Certaines nuits, la douleur me réveillait en hurlant. Il entrait en traînant les pieds, portant un vieux survêtement de l'académie de police, s'asseyait sur le bord du lit et me tenait la main jusqu'à ce que les médicaments fassent effet. D'autres nuits, je me réveillais au son de ses prières à voix haute dans le salon, la voix rauque, demandant à Dieu de lui donner assez d'années pour me voir entière à nouveau. Au moment où les points de suture ont été retirés et que les plâtres ont laissé place aux attelles, je pouvais marcher sur toute la longueur de la jetée sans m'arrêter. Grand-père a acheté 2 cannes et un seau de crevettes. Nous nous sommes assis au bout, là où l'eau devient vert foncé, les lignes dans l'eau, n'attrapant pas grand-chose mais ne nous en souciant pas. Le soleil a brûlé les derniers relents d'odeur d'hôpital sur ma peau. J'ai regardé l'horizon un soir, le vent fouettant mes cheveux sur mon visage, et j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de seconde chance. Je n'ai jamais voulu en donner. L'océan continuait juste de bouger, comme toujours. Quelques mois plus tard, le jour de l'audience préliminaire est arrivé.
Le palais de justice sur Broad Street sentait le vieux bois et la cire à parquet. Je suis entré avec des béquilles, grand-père d'un côté, Donovan de l'autre. Ma mère était assise à la table de la défense dans un tailleur bleu marine, de taille trop grand maintenant, les yeux bouffis, sans maquillage. Aven était avachie à côté d'elle dans un blazer d'école privée, fixant le sol. La juge était une femme aux cheveux gris acier et sans aucune patience. Elle a ajusté ses lunettes et a dit à l'huissier de lancer l'enregistrement. L'appel FaceTime a été diffusé sur le grand écran. Mon corps brisé sur le brancard. La musique du spa en arrière-plan. La voix claire et froide de ma mère, si elle ne s'en sort pas, appelez-moi simplement quand c'est fini. Le rire d'Aven. La capture d'écran de mon visage ensanglanté avec sa légende en dessous. Le tribunal est devenu silencieux comme une tombe. Un juré au fond a même halté de stupeur. Donovan a posé les relevés téléphoniques sur le banc du juge ensuite. Aven avait transféré la photo à 7 groupes de discussion différents en l'espace de 4 minutes. L'un des messages disait « Une personne de moins pour voler mes vacances de printemps ». Le stylo de la juge s'est arrêté de bouger. Elle a regardé ma mère pendant un long et dur moment. « Madame Reed », a-t-elle dit, d'une voix glaciale, « en 23 ans sur ce banc, je n'ai jamais entendu un parent parler de son enfant de cette façon. » Alors que cet enfant se battait pour sa vie. La garde complète temporaire est immédiatement transférée à Clarence Brooks, avec effet aujourd'hui. Nous vous reverrons ici pour l'audience permanente. Elle a frappé le marteau si fort que le son a résonné sur le marbre. 3 jours plus tard, Harmony a été licenciée de son poste à la coopérative de crédit de l'État de Caroline du Sud. Les vérifications d'antécédents sont obligatoires pour quiconque manipule des fonds fédéraux. La négligence médicale sur mineur est un motif de disqualification automatique. La sécurité l'a escorté dehors avec un carton. La bourse d'études complète d'Aven au College of Charleston a été révoquée la même semaine. Le conseil d'admission a cité une conduite incompatible avec les valeurs de l'institution. Soudain, le lycée privé qu'il adulait autrefois a commencé à chuchoter dans son dos. En moins d'1 mois, la maison de James Island a été saisie. Le nom de Colin n'était déjà plus sur l'acte de propriété, il avait tout transféré pour protéger ses actifs. Mère et fille ont emménagé dans un appartement de 2 chambres près de Savannah Highway, le genre avec la peinture qui s'écaille et un ascenseur en panne. Aven a perdu sa voiture. Harmony a pris un travail de nuit à mettre en rayon dans une épicerie pour payer le loyer. Pendant ce temps, j'ai commencé une vraie thérapie. 2 fois par semaine, une camionnette venait me chercher pour la rééducation physique ambulatoire au musc. J'ai réappris à monter les escaliers, à garder l'équilibre sur un ballon Bosu, à faire confiance à mes propres jambes. Grand-père me conduisait à chaque fois, attendait dans le hall en lisant les 3 mêmes magazines de pêche jusqu'à ce que je sorte en sueur et tremblante. Le jeudi, je voyais un conseiller en traumatologie nommé Dr Rivera. Nous nous asseyions dans un petit bureau qui sentait la lavande et parlions de cauchemars, de rage, et du jour où j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais entendre la voix de ma mère. Grand-père attendait dans le camion, fenêtre baissée, station country à bas volume, ne se plaignant jamais une seule fois de la chaleur. Certains après-midi, quand la douleur dans mes hanches devenait trop forte, je m'asseyais sur la terrasse arrière et je jetais des morceaux de pain aux mouettes. Grand-père me rejoignait avec 2 thés sucrés, et nous regardions la marée descendre. Il n'a jamais essayé de réparer ma colère. Il m'a juste laissé la ressentir. À la fin de l'été, j'ai pu troquer les béquilles pour une canne, puis la canne pour rien du tout. Je marchais encore avec une légère boiterie, mais le médecin a dit que la majeure partie s'estomperait d'ici mon 18e anniversaire. Un soir, j'ai fait tout le chemin jusqu'au bout de la jetée de folie et retour sans m'arrêter. Grand-père m'a retrouvé à mi-chemin, portant une couverture et une lampe de poche, même si le soleil ne s'était pas encore couché. Nous nous sommes assis sur le sable, chaussures enlevées, laissant les vagues lécher nos orteils. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Merci d'être resté », ai-je dit. Il a embrassé le sommet de ma tête. « Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être, ma chérie. » 7 mois après l'accident, le jour du procès final est arrivé. Je suis entré dans la salle d'audience sans béquille, sans canne, ni boiterie. La cicatrice sur mon front était encore rose, mais je gardais la tête haute. Grand-père était assis juste derrière moi dans son costume du dimanche, celui qu'il portait aux funérailles de mon père. Harmony semblait plus petite que dans mes souvenirs, les cheveux tirés en arrière, serrant un mouchoir qu'elle n'a jamais utilisé. Aven fixait droit devant elle,
les bras croisés si fort que ses articulations en étaient blanches. Donovan m'a appelé à la barre en premier. J'ai prêté serment, je me suis assise et j'ai regardé la juge dans les yeux. Dites à la cour ce que cela vous a fait, a-t-il dit, de savoir que votre mère a refusé de venir pendant que vous étiez en train de mourir. J'ai pris une inspiration. La salle attendait. C'était comme si la dernière partie de moi qui croyait encore que je comptais venait de mourir sur cette table, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, j'ai appris, en une phrase, que j'étais jetable. Et la personne qui l'a dit était la même femme qui me lisait des histoires pour m'endormir. Je leur ai parlé du réveil avec le nom de grand-père sur la ligne du tuteur. De l'unique appel manqué que je n'ai jamais retourné. De chaque nuit où je m'endormais en écoutant l'océan au lieu de me demander pourquoi je n'étais pas suffisante. L'avocat d'Harmonie a essayé de la dépeindre comme stressée, dépassée, une victime des circonstances. Il a évoqué la perte de son emploi, la saisie, le divorce. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Quand il a fini, la juge a demandé si j'avais autre chose à dire. Oui, votre honneur, ai-je répondu. Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas de ses excuses. Je veux juste que ce soit fini. J'ai déjà une famille. La juge n'a pas eu besoin de longtemps. Elle est revenue 20 minutes plus tard. Déchéance permanente de l'autorité parentale pour Harmonie Reed, effective immédiatement. Jugement civil en faveur de la plaignante et de l'hôpital, 480 000 $. La propriété de James Island sera vendue aux enchères pour satisfaire le privilège. M. Clarence Brooks se voit accorder l'adoption légale complète. L'affaire est close. Le marteau a claqué comme un coup de pistolet de départ. Dehors, dans le couloir, les journalistes criaient des questions. Je les ai tous ignorés, j'ai pris le bras de grand-père, et j'ai marché sous le soleil d'octobre. 3 semaines plus tard, la banque a cadenassé la grande maison blanche. Un camion de déménagement est venu pour le peu qu'Harmonie et Haven avaient décidé de garder. Elles ont chargé des cartons dans une vieille berline et ont conduit vers le nord sur LI 26, en direction d'un endroit moins cher, un endroit où personne ne connaissait leur nom. Je n'ai jamais demandé où. Ce même mois, les papiers d'adoption sont arrivés par la poste. J'ai signé le Serenity Brooks pour la première fois et j'ai pleuré plus fort que le jour où je me suis réveillé du coma. Grand-père a encadré le certificat au-dessus de la cheminée, juste à côté de la vieille photo de service de mon père. J'ai commencé ma dernière année de lycée dans une école alternative à 10 minutes de Folly Beach. Des petites classes, des professeurs qui se souciaient vraiment des élèves, personne qui ne connaissait l'histoire à moins que je ne la raconte. J'ai été au tableau d'honneur chaque trimestre et j'ai été accepté en admission anticipée au College of Charleston, assez prêt pour rentrer à la maison tous les soirs si je le voulais. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, chaud et venteux. Je portais la toge et la coiffe bleu pâle, de la même couleur que les murs de la chambre que grand-père avait peint pour moi. Quand ils ont appelé mon nom, toute la classe de terminale s'est levée et a applaudi, parce qu'à ce moment-là, tout le monde savait qui m'avait porté jusqu'ici. Grand-père attendait au bas des marches dans son uniforme de cérémonie, médaille polie, les yeux brillants. J'ai couru vers lui, j'ai jeté mes bras autour de son cou, et je l'ai laissé me soulever du sol comme si je ne pesais toujours rien. 5 ans ont passé depuis ce dimanche de Pâques. J'ai 21 ans maintenant, un diplôme en psychologie au mur, et je travaille comme conseillère en traumatologie familiale dans une organisation à but non lucratif juste de l'autre côté du pont, à Mount Pleasant. Chaque jour, je m'assois en face d'adolescents qui croient que personne ne les choisira jamais, et j'ai la chance de leur dire qu'ils ont tort, parce que quelqu'un m'a choisi quand les gens qui étaient censés m'aimer le plus sont partis sans se retourner. Grand-père a eu 77 ans le mois dernier. Il tond toujours la pelouse lui-même, attrape toujours plus de poissons que n'importe quel capitaine de bateau charter sur l'île, et fait toujours les meilleures crevettes au gruau de l'État. La maison sur pilotis est exactement la même, carillons éoliens qui chantent, balancelles qui grincent, cafetière toujours à moitié pleine. Mon ancienne chambre est toujours bleu pâle. Sa pièce de pêche est toujours une chambre à coucher parce qu'aucun de nous ne l'a jamais remise en état. Nous dînons sur la terrasse la plupart des soirs, regardant les dauphins chasser les mulets dans les vagues. Il m'appelle ma chérie exactement une fois par jour, généralement quand il me tend un thé sucré. Je l'appelle toujours grand-père. Rien d'autre ne sonne juste. Harmonie et Haven ont quitté la Caroline du Sud pour de bon il y a 3 ans. Aux dernières nouvelles, elles étaient quelque part en Géorgie, louant un mobile home sous des noms de familles différents. Je ne les ai jamais cherchées. Elles ne m'ont jamais cherché.
Le silence est propre. Il est définitif. C'est la paix. Certaines personnes demandent si je suis en colère. Je ne le suis pas. La colère prend une énergie que j'ai décidé de dépenser à vivre à la place. D'autres demandent si je pardonne. Le pardon n'est pas à moi de le donner. C'est à elles de le mériter, et elles n'ont jamais essayé. J'en ai simplement fini. Ce que je porte, c'est une gratitude si profonde qu'elle me prend encore au dépourvu. Gratitude pour l'homme qui a dormi dans un fauteuil en vinyle pendant 18 nuits. Pour le chef retraité qui n'a jamais manqué un seul rendez-vous de thérapie. Pour le grand-père qui a transformé sa maison en foyer et son cœur en un havre de paix. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre sang. La famille, c'est la personne qui reste quand votre sang refroidit sur une table d'opération. La famille, c'est celui qui signe les papiers, qui vous tient la main, et qui ne vous fait jamais sentir comme un fardeau. Si vous regardez ceci et que vous avez peur, que vous n'avez pas cette personne, cherchez mieux. Ils sont là, quelque part. Parfois, c'est le grand-parent dont vous ne pensiez pas avoir besoin. Parfois, c'est l'ami, le professeur, le voisin qui refuse de partir. Et quand vous les trouvez, tenez bon. Parce que la vraie famille ne naît pas. Elle se choisit chaque jour. Surtout les jours où vous choisir leur coup de tout. C'est la seule vérité que je connaisse avec certitude. Et c'est mon histoire.